Aujourd'hui, j'ai encore fait un cauchemar. On parle un peu de Kafka et de la métamorphose. La première fois que j'ai lu la métamorphose, j'étais au lycée. Et je l'ai lu, alors je sais plus si je l'ai d'abord lu en français, mais je l'ai lu très vite dans cet exemplaire que j'ai retrouvé. Ah, mais c'est là où, pour le coup, je retrouve aussi mon briquet que je cherchais. C'était dans cet exemplaire de Kafka, la métamorphose chez Fischer Verlag. On le voit là avec les petits poissons. Je l'avais ramené de Francfort. Quand j'étais au lycée, j'étais en section franco-allemande. Alors, à la fin de la seconde, on avait été faire un petit séjour en Allemagne. Pas très long, j'ai jamais fait d'Erasmus, de choses comme ça. Ça aurait été bien. Et je l'avais ramené parce qu'on nous avait demandé de ramener des livres. Et puis, bah, Kafka quand même, quoi. Alors, bon, bah, la métamorphose, vous le savez, hein, c'est l'histoire de Grégor Samsa. Grégor Samsa se lève et ça va pas fort parce que, cafard, quoi. Cafard, cafard. Et ces derniers temps, j'ai pas mal repensé et j'en ai lu le début, alors en français, à mes étudiants de musique, dans une traduction que j'ai trouvée sur internet, je n'avais même pas de nom de traducteur, qui était pas mal. Et j'ai comparé là, ce soir, avec celle que j'ai déjà, mais que j'avais pas lu. Du Pléiade. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, tac. Alors donc visiblement, ah ouais mais forcément si je prends l'eurodoïde en marque-page, c'est pas commode. Claude David, Marthe Robert et Alexandre Vialat, présenté et annoté, donc l'édition par Claude David. C'est l'édition des œuvres complètes de Kafka, c'est dans le volume 2. Je l'ai chiné au plus de vent, pas trop cher, j'étais contente. C'est ouais, voilà, les petits auteurs, les indispensables. Et je suis bien loin d'avoir lu tout Kafka, bien loin. Mais quand même, hein, on y revient, on y revient, on y revient. Et puis il y a la lettre au père, et puis il y a le journal. Oh, le journal, j'ouvre, je ferme. Voilà, comme ça, paf. Ça me suffit, ça. Pour le moment, ça suffit. Un peu comme avec Benjamin, mais différemment. Et la métamorphose, il y a ce gros problème de savoir qu'est-ce que c'est. Je vous propose, je vous lis le début, quoi. On va voir si je j'ai pas trop désappris. Faire lernen, comme disent les Allemands, parce que ça fait super longtemps que je pratique plus, quoi. Alors, vous vous souvenez, hein, ça commence juste par ce chiffre 1, 1. Il n'y a pas marqué chapitre, capitole ou sowas. Mais on va essayer je vais essayer d'y revenir, quoi. Ça me fait plaisir et bon, on va voir si ça donne quelque chose. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Première phrase. Celle-là, elle est facile, elle est classique, elle est connue. Lorsque ou quand, donc déjà, premier problème, comment on traduit als Even, en allemand c'est de quand, mais c'est pas le même. Parce que als ça va être une fois, Even ça va être une habitude ou une longue durée. Donc ça va déjà changer. Est-ce qu'on va traduire en français en imparfait ou passé simple? Parce qu'en allemand, on fait pas la différence. C'est le prétérit comme en anglais. Si je dis pas de bêtises. Donc quand Grégor Samsa, lorsque Grégor Samsa, ou un matin quand Grégor Samsa se réveilla, a priori, de rêves intranquilles, unruhigen Träumen. Unruhig, ou inquiet. Littéralement, ça serait inquiet, mais j'aime bien tranquille, même si, bon, on connaît évidemment l'origine du néologisme. Hein. Mais il y a peut-être un truc, quoi. Il se trouva, von der sich, métamorphosé. Alors, on peut dire transformé. Mais il y a quelque chose dans la métamorphose qui ressemble à la Verwandlung. Parce que si on reprend le terme de Verwandlung, on va retrouver ici vraiment le processus Verwandlung, c'est vraiment totalement. Et il y a quelque chose avec le préfixe, avec le faire, qui me semble... C'est pas un équivalent du méta, mais ça me semble plus fort que ce qu'on a. Mais peut-être que transformation marche aussi, hein, mais... On continue. Zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Alors ça, je me souviens très bien des commentaires de ma prof quand j'étais au lycée. Ungeziefer, c'est pas directement cafard, c'est plus la vermine. Parce que on va pas avoir forcément de mots aussi net. Mais ce qui va être vraiment intéressant, je trouve, en le reprenant, c'est zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Vous voyez,
unruhig, ungeheuren, ungeziefer. Parce que le un en allemand, c'est négatif ou privatif. Donc c'est pour ça que je disais intranquille. Mais un qui marche aussi, mais je trouvais qu'on entendait mieux dans intranquille. Et ungeheuer, c'est monstrueux. Mais on va réentendre le un, qu'on aura aussi dans ungeziefer. Et ça, il y a quelque chose comme ça qui d'emblée, par le retour du préfixe, bon, qui peut faire allitération ou voilà, un jeu sonore, mais il y a un truc qui se met en place. Lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten könnte. Alors, il était étendu sur son dos dur, panzerartig, c'est extraordinaire. C'est un mot, là je viens de le taper dans Google, hein, juste pour vérifier. Panzerartig, qu'est-ce qui sort, cette phrase de Kafka? Parce qu'en allemand, on peut inventer des mots. Enfin, on peut former des mots, on peut composer des mots. Panzerartig, c'est littéralement à la manière d'un panzer. Une carapace. Voilà, d'une espèce d'enceinte. Vous voyez comme c'est belliqueux d'emblée, comme ça? Et en même temps, c'est le terme. Et il voyait, wenn den Kopf ein wenig hob, quand il levait un peu la tête, et donc, paf, détail. Seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Verstopfungen geteilten Bauch, donc son ventre, alors parce qu'on va avoir le ventre et on va avoir tous les éléments à l'intérieur. Parce qu'on va avoir, donc seinen, on reprend, gewölbten, braunen, von bogenförmigen Verstopfungen geteilten. 3 groupes avant d'avoir le nom, entre l'article et le nom. On peut pas faire ça en français. Alors parce qu'on peut pas mettre les adjectifs après le nom en allemand. Mais l'allemand n'est pas la langue maternelle de Kafka, c'est sa langue paternelle. Et il écrit en allemand. Donc il a certainement pour avoir un effet d'étrangeté, peut-être pour avoir un public un peu plus haut, mais c'est aussi ce qui va lui permettre, comme ça, d'avoir une conscience hyper aiguë de la langue. Et donc, il voit son ventre qui va être courbe, brun, et partagé, séparé par des rayures, je crois, les Versteifungen, bogenförmig, en forme d'arc. Et donc voilà, là aussi la composition des mots qui permet d'aller vers une plus grande précision. Je reprends le texte du Pléiade, alors les traducteurs sont malheureusement marqués à la fin. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire, comme ça, c'est Alexandre Vialat qui l'a traduit celui-là, s'éveilla, transformé, vous voyez, là c'est pas la métamorphose, mais bon, dans son lit en une véritable vermine, et donc on n'a pas le choix du cafard, qui vient après, mais parce qu'il faut retenir que c'est une vermine. Il était couché sur le dos, en dos dur comme une cuirasse, on reprend, là c'est ça, panzerartig harten. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut quand même un peu le séparer. Mais là, les copains germanistes vont m'engueuler en me disant « Oh là là, mais t'as tout oublié. » Mais c'est pas « so hart wie ein Panzer », aussi dur qu'une cuirasse ou dur comme une cuirasse. C'est à la manière d'eux. Et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun, donc Erza. Alors là, c'est toute la difficulté du Venn. Est-ce que c'est qu'il le fait plusieurs fois ? Ou est-ce que c'est au moment où il le fait? Est-ce qu'on prend le moment en l'étendant? Ou est-ce que déjà, il y a plusieurs moments qui sont en train de se dérouler? Il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, ça c'était le Bogenform, divisé par des nervures arquées. Ah, c'est sûr que les nervures c'est plus joli. Ah, c'était Gewölbten, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'architectural. Et donc déjà l'immensité. Ah, je perds ma page, évidemment. Ah, j'ai oublié la fin. Je vais le prendre en français. Ah, parce que eux, ils ont fait en 2 phrases. Mais c'est une seule phrase. Enfin, il a fait en 2 phrases.
La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, et on retrouve l'architecture, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire... Et oui, il est... Donc c'est qu'il voit son ventre, littéralement, et que par-dessus, donc cette hauteur, édifice, fonctionne pas trop mal, hein, je trouve ça bien. Sich die Bettdecke, donc c'est vraiment la couverture du lit, hein, kaum noch erhalten konnte, ne pouvait, donc sich, à peine se tenir. Et là, il... C'était pas été près de tomber. Elle se tenait à peine. Je trouve super quand on voit les articles enfin, et les sujets chez Kafka, qui personnifient tout. Zum gänzlichen Niedergleiten bereit. Alors ça, je sais plus du tout comment on peut le traduire. Et puis ça a été raccourci. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Donc ses pattes, kläglich dünnen, pitoyablement maigres, vielen, nombreuses. Im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen. Alors c'est comment c'est? Et les pattes de Grégoire pitoyablement minces pour son gros corps. Umfang. Umfang, c'est quand même aussi un peu, il me semble, quelque chose qui peut être plus autour. Flimmerton. Il est allongé sur le dos et il a ses petites pattes comme ça. Elle flimmern. Elle vole comme des mouches. Elle papillote dans le texte, devant ses yeux. Et là, on voit comment on va avoir déjà une dislocation du personnage, comme on a la couverture qui est personnelle, et on se réveille, et puis on voit juste comme ça les doigts. Was ist mir geschehen, dachte er. Es war kein Traum. Que m'est-il donc arrivé, pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Et là, paf, on coupe, on retourne à la réalité. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den 4 wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa Wachasender, hing das Bild, das es vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Je coupe un peu le paragraphe. Hein. Ce n'était donc pas... Alors, ce n'était pourtant pas un rêve, nous dit le Pléiade. Moi, je ne mettrais pas le pourtant. Ce n'était pas un rêve. Clac. Et le fait qu'il y ait des absences comme ça de lien logique, ça va avoir ce que les surréalistes vont reprendre de façon beaucoup plus explicite avec les effets de collage. Et je vous conseille d'aller lire, si ça vous intéresse, les beaux effets du réel, les effets du surréel de Michel Murat. C'est un article en 3 parties sur la stylistique surréaliste. C'est superbe. Et ça continue sa chambre. Une véritable, seulement un peu petite, chambre d'humain. C'est besoin, comme ça, de préciser une chambre d'humain, parce que, après tout, Igor Samsa aurait pu être directement un cafard. Alors, quoi qu'un peu petite, à vrai dire, une vraie chambre d'homme, je crois qu'humain, c'est encore mieux que d'homme. Mais bon. Lag, et là, c'est la Zimmerkilag. Alors ça, c'est très allemand. C'est-à-dire que en français, on va employer beaucoup moins de verbes pour dire les positions spatiales. On va dire il est là. Alors qu'en allemand, on va préciser il est là, mais il est allongé. Er lag, il s'étend. Ou er stand, ou er steht, il est debout. Il était debout. Et donc là, en fait, on voit vraiment comment Kafka prend un des effets absolus de l'allemand pour amener cette espèce de mystère qui repose sur la personnification, sur le fait que des choses inanimées sont sujets syntaxiques. Alors ça fait ça.
Alors là, il s'est traduit par sa chambre se tenait bien sage entre ces 4 murs habituels. Et là, on a les faits. Se tenait bien sage. Mais on passe vraiment par un comportement là qui va être plus directement anthropomorphe. Entre ces 4 murs habituels, c'est wohlbekannt, bien connu, que l'on sait. Wohl, ça veut dire bien, mais ça implique aussi un confort. Bekannt, connu. Et on va avoir... c'est vraiment l'exact inverse de unheimlich. Le fameux unheimlich de Freud, l'inquiétante étrangeté, ou l'étrange familiarité. Enfin, il y a une nouvelle traduction que je trouve vraiment intéressante parce que Heim, c'est le foyer comme home. Heimlich, propre au foyer. Unheimlich, qui n'est pas propre au foyer. On a le Heim dedans. Et c'est littéralement intraduisible hein, en un mot. Et là, il y a quelque chose dans le wohlbekannt, dans le fait de le dire. On ne se réveille pas de sa chambre en disant qu'elle est wohlbekannt. Enfin, dans sa chambre. Donc, on pointe un truc. Au-dessus de la table où s'étalaient ces échantillons de tissu, Grégoire était voyageur de commerce, alors la Musterkollektion von Thurwaren. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le Muster. Le Muster, c'est vraiment pour montrer. Mais je pense qu'on entend plus en allemand Muster, Monster. Mais alors là, c'est peut-être vraiment moi qui délire. Hein. Faut pas non plus tout prendre. Je n'ai pas de dictionnaire là. Hing das Bild, donc ça c'est pareil en allemand. Hing, l'image était accrochée, mais on ne dira pas ça en français. Mais littéralement en allemand ça se dit, et c'est habituel de le dire. Das ist vor kurzem, donc il avait découpé il y a peu d'un magazine. Et là, pof, on nous raconte quelque chose comme ça. Il y a une image découpée dans un magazine qui montre une dame avec un chapeau de fourrure, assise bien droit avec une toque et un tour du cou en fourrure pelsuit. Je pense que c'est plus une toque. Elle offrait aux regards des amateurs un lourd manchon dans lequel son bras s'engouffrait jusqu'au coude. C'est le Pelzmuff, le manchon. In der mir ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob. Et paf, il y a un truc qui a disparu, englobé dans autre chose. Pourquoi raconter ce qui s'est fait il y a quelque temps et qui n'a pas de rapport avec le changement? Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster und das trübe Wetter. Man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen. Machte ihn ganz melancholisch. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Nachheiten vergesse, dachte er. Aber das war gänzlich undurchführbar. Denn er war gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinen gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Ça, c'est extraordinaire. Grégors Blick richtete sich dann zum Fenster. Le regard de Grégoire se dirigea vers la fenêtre. Et là encore, c'est pas Grégoire. Et le temps trube, c'est morose. Le temps brouillé, ça marche aussi. Man hörte, alors, das trübe Wetter, tiré, donc le temps morose, tiré. On entendait des gouttes de pluie sur le zinc, ou le zinc de la fenêtre. On entendait frapper des gouttes de pluie sur la fenêtre. Et là encore, il y a quelque chose dans le sujet. Bien sûr, et puis dans l'attention aux détails. Et qui est Man dans ce cas-là? C'est Grégor? Ou il y a quelqu'un d'autre? Man hört, alors je l'ai dit, et donc das trübe Wetter machte ihn ganz melancholisch. Le temps morose, le temps troublé, le rendit tout mélancolique. Et, alors là, Alexandre Vialat traduit si je me rendormais encore un peu. Et je pense que c'est un tout petit peu différent parce que c'est wie wäre es, et ça donnerait quoi? Et ça ferait quoi? Wenn ich, si je continue à dormir encore un peu. Donc il dort ou il dort pas? Un peu. Et si j'oubliais toutes les bouffonneries. Narheit, c'est vraiment nar, c'est le bouffon, littéralement. Donc toutes ces bêtises, littéralement. Mais bouffonneries, aujourd'hui, en familier, on le dirait sans problème. Je pense qu'au moment où le Pléiade est sorti, on l'aurait moins dit. Pensa-t-il. Mais c'était absolument impossible. Undurchführbar. Donc, c'est impossible de le traverser. D'accéder à cette idée de la traverser. Car il était habitué
à dormir sur le côté droit. Mais dans cet état, il ne pouvait pas... Donc, c'est gegenwärtig Zustand. Dans cet état présent, mais dans cet état présent, il ne pouvait pas se mettre dans cette position. Et ça, on le sait à la fin, le bringen à la fin, le verbe est souvent à la fin en allemand. Oh, mais je voudrais dormir. Et si j'oubliais tout ça? Mais je peux pas. Parce que justement, ceci fait que je ne peux pas m'en rendormir. On continue. Mit welcher Kraft sich auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte in die Rückenlage zurück. Versuchte es wohl 100-mal, schloss die Augen, die zappelnden Beine nicht sehen zu müssen, und ließ erst ab, als in der Seite einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen Schmerz zu fühlen begann. Alors, il essaie. Alors, là, Alexandre Vialat traduit, il avait beau essayer de se jeter violemment sur le flanc. Littéralement, en allemand, ça sera avec quelque force que ce soit. Mit welcher Kraft. Donc ça, nickel. Sich auf die rechte Seite warf. Donc il se jette lui-même sur le côté droit. Et là, paf, on retrouve encore cette dépersonnalisation qui rend les textes de Kafka si étranges. Immer wieder, mais toujours encore, à chaque fois, schaukelte in die Rückenlage zurück. Mais à chaque fois, il se retrouvait dans la position de départ. Il balançait ce qui le ramenait dans la position de départ. Schaukeln, c'est vraiment la balançoire. Et la Rückenlage, c'est dans la position allongée. Mais il y a un truc... Voilà, il revenait toujours sur le dos avec un petit mouvement de balançoire. Vraiment, il balançait, quoi. Il balançait, il est lui-même la balançoire. Bon, pour une raison simple. Vous voyez comme le dos du cafard est bombé. Donc, ça bascule. Mais on a Je crois que c'est important de montrer qu'il se jette lui-même et qu'il balance, quoi. Il l'essaya bien 100 fois. Ferma les yeux, et pour ne plus voir les petites pattes qui bougent, alors Zappelnden, je sais plus, les vibrations, voilà, ça frétille, parce qu'il les contrôle pas. Et il abandonna au moment où il ressentit, donc il n'abandonna qu'au moment où la partie, je trouve que ça amène le jeu, donc je préférais ne pas le mettre, seulement au moment où il ressentit une petite douleur, nie gefühlten, encore jamais senti, leichten, légère, dumpfen, sourde. Une sorte de douleur sourde. Ach Gott, dachte was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt, Tag aus, Tag ein auf der Reise. Die geschäftlichen Aufgehungen sind viel größer als im eigentlichen Geschäft zu Hause. Und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt, die Sorgen um die Zugangsschlüsse, das unregelmäßige schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, j'ai perdu l'allemand, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen. Alors là, c'est Samsa qui commence à s'énerver. Quel métier j'ai choisi? Mais pourquoi j'ai choisi ce boulot? Argot, mon Dieu. Ah bon sang, pensa-t-il. Qu'est-ce que j'ai choisi comme boulot fatigant? Jour après jour, toujours en voyage. Des ennuis pires. Alors, geschäftlichen Aufregungen, c'est vraiment les excitations, les énervements, ce qui va venir fatiguer. Geschäftlich, du magasin. Les soucis de la boutique sont bien plus grands que dans le magasin de la maison. Et donc là, Alexandre Vialat a décidé de dire de mes parents pour expliciter la chose. Il fallait peut-être pas expliciter, je sais pas. Je trouve intéressant que ça ne le soit pas. Et en plus de tout ça, il y a encore cette plaie du voyage. Il faut
Euh, alors je vais reprendre le rythme. Parce qu'en fait là il fait une énumération où il dit tout ce qui l'énerve. Il s'énerve d'un coup. Euh, les soucis sur les heures de fermeture, donc ou d'arrêt du train, voilà, les changements de train, tout. Les correspondances ratées. La mauvaise nourriture. Alors ça c'est très long. Les... Alors, il est traduit à chaque instant des têtes nouvelles, des gens qu'on ne reverra jamais, avec lesquels il n'y a pas moyen d'être camarade. Et c'est bien, hein. Alors, moi, je vous propose... C'est assez étonnant dans la langue littérale. Anne, et là, plein de groupes adjectivaux. Verkehr. Verkehr, c'est la circulation. C'est le réseau. Ça peut même avoir un sens sexuel. On l'a dans la chanson Nina Hagen. Wenn ich ein Jung wäre. À la fin, elle dit... ich hätte genug Verkehr. Donc, elle n'arrête pas de dire qu'elle pourrait se promener. Mais à la fin... le Verkehr, c'est aussi le va-et-vient sexuel, quoi. Il y a aussi cette connotation possible. Je dis pas qu'elle est là, hein, mais je trouve rigolo le terme. En tout cas, quelque chose qui met en réseau, qui fait circuler. Alors réseau, c'est vraiment un mot qui est pas adapté. Mais c'est la relation, c'est ce qu'on appelait le commerce, en fait, au 18e. Donc on va dire le commerce, toujours wechselnder, donc toujours changeant. Mais on le sent plus, le participe présent dans l'allemand, là. Jamais durable. Alors, ni andauernd, donc jamais durant. Voilà, qui ne durera. Ni herzlich werdender, et qui ne deviendra jamais cordial. Cordial venant du cœur. Der Teufel soll das alles holen, que le diable emporte tout ça. Fühlte ein leichtes Jucken oben auf dem Bauch, schob sich auf dem Rücken langsam näher zum Bettpfosten, den Kopf besser heben zu können. Fand die juckende Stelle, die mit lauter kleinen weißen Pünktchen besetzt war, die nicht zu beurteilen verstand, und wollte mit einem Bein die Stelle betasten, zog es aber gleich zurück, denn bei der Berührung umwehten ihn Kälteschauer. Alors, là, ça le démange. Fühlte ein leichtes Jucken, donc il sentit une légère démangeaison dans le ventre. En haut, oben auf dem Bauch, en haut sur le ventre, donc toujours très précis. Schob sich auf dem Rücken langsam her zum Bettpfosten. Donc là, en fait, il commence à se retourner. Donc il s'approche un peu du lit, il se traîne sur le dos, il rampe sur le dos. C'est pas commode, hein, faut pas faire ça. Alors, donc, auf dem Rücken, schob sich, donc, voilà, il se tire lui-même. On a toujours comme ça ces réfléchis qui permettent de le montrer en étant l'objet de lui-même. Et donc en étant objectifié et dépersonnalisé. Donc le Bettpfosten, c'est le cadre du lit, pour pouvoir lever un peu mieux la tête. Besser, un peu mieux. Il trouva la position qui démangeait, donc l'endroit précis qu'il démangeait. Et donc la Stelle, la place, qui était occupée, et là c'est vraiment le verbe militaire, hein, occupé, par tout plein de petits points blancs dont il ne comprenait rien. Donc, die nicht zu beurteilen verstand. Donc, dit c'est le relatif, hein, auquel, c'est-à-dire qu'il ne comprenait pas pour les juger. Il ne comprenait pas de manière à formuler un jugement. Évidemment, c'est très mal traduit, c'est pas une traduction, c'est du mot à mot. Donc auquel il ne comprenait rien, mais dont il ne savait quoi penser aussi. Donc là, voilà, on a le phénomène sans la cause. Exactement comme la métamorphose elle-même. Und wollte mit einem Bein, donc il a essayé de tâter l'endroit en question, mais à ce moment-là, alors il voulait avec une jambe, donc tâter, betasten, la place, et on reprend vraiment les mêmes groupes nominaux chez Kafka. Zog es aber gleich zurück, il la retira aussitôt, donc la jambe, car au contact, umwehten ihn, donc l'entourait des frissons glacés. Glitt wieder in seine frühere Lage zurück. Dies frühzeitige Aufstehen, dachte
macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muss seinen Schlaf haben. Andere Reisende leben wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Laufe des Vormittags ins Gasthaus zurückgehe, um die erlangten Aufträge zu überschreiben, sitzen diese Herren erst beim Frühstück. Das sollte ich bei meinem Chef versuchen. Ich würde auf der Stelle hinausfliegen. Wer weiß übrigens, ob das nicht sehr gut für mich wäre. Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte, ich hätte längst gekündigt. Ich wäre vor den Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung von Grund des Herzens aus gesagt. Alors, je vais un peu interrompre le grand monologue de Grégor. Donc, il glissa à nouveau dans sa position antérieure, donc celle qu'il avait plus tôt. Oh, ces levers matinaux! Frühzeitig, à une heure précoce, pensa-t-il. Cela rend quelqu'un stupide, cela abrutit. L'humain doit avoir son sommeil, donc un être humain doit pouvoir faire ses nuits. D'autres voyageurs de commerce vivent comme des femmes de harem. Par exemple, dans le cours de la matinée, je reviens à l'auberge pour noter les commandes qui ont été faites. Ces messieurs n'en sont encore qu'au petit déjeuner, ou ne trônent encore qu'au petit déjeuner. Alors ça se récite, ça ne sait pas aussi fort que trôner, mais on est dans cette idée-là. Ah, je devrais essayer de faire ça avec mon chef. Il me virerait aussitôt, il me licencierait aussitôt. Qui sait d'ailleurs si ça serait pas mieux pour moi? Si je n'étais pas retenu à cause de mes parents, zurückhalten, tenir en arrière, être retenu, j'aurais depuis déjà longtemps annoncé, ou cela ferait déjà longtemps que j'aurais annoncé, décidé, que je l'aurais fait, on dirait plus, avec un niveau de généralité plus fort. Je serais allée devant mon chef, je me serais plantée devant lui, et je lui aurais dit mon avis, du fin fond de mon cœur, j'aurais dit le fond de ma pensée, j'aurais vidé mon sac. Vom Pult hätte fallen müssen. Sous le choc, il en serait tombé. Es ist auch eine sonderbare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Höhe herab mit dem Angestellten zu reden, der überdies wegen der Schwerhörigkeit des Chefs ganz nahe herantreten muss. Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben. Habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen. Es dürfte noch 5 bis 6 Jahre dauern. Mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schnitt gemacht. Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fährt um 5. Alors, comment il... En voilà, alors c'est en voilà une étrange façon, une drôle de manière d'agir, se placer comme ça sur le bureau et discuter depuis... Alors, ah oui, je comprends là, voyez, j'avais perdu le truc. Voilà encore de drôles de manières, s'asseoir sur le bureau pour parler aux employés du haut d'Antrone, surtout quand on est dur d'oreille. Donc là, il parle vraiment de son patron. Donc parler, alors von der Höhe depuis les hauteurs. Alors c'est la hauteur, mais il y a quelque chose comme ça. Et donc parler avec les employés. Et Hubert par-dessus le marché, l'employé doit se mettre tout près pour parler au chef, parce que celui-ci est dur d'oreille. Enfin, voilà, l'espoir est tout à fait... et n'est pas tout à fait perdu, pardon, nicht gänzlich. Une fois que j'aurai rassemblé l'argent qui me permettra de régler la dette de mes parents, ça devrait prendre encore 5 ou 6 ans, et je fais la chose, je claque la porte. La grande coupure sera faite, il en sort.
ça sera fini. Mais enfin, en attendant, je dois bien me lever parce que mon train part à 5 heures. Je vais pas aller plus loin parce qu'évidemment, avec les deux textes, c'est super long. Qu'est-ce que je retiens de ça? Là, la métamorphose, c'est quand même un texte extraordinaire et c'est vrai qu'il y a tout Kafka dedans. Alors j'ai rigolé tout à l'heure parce que il y a une postfast, un commentaire de Nabokov. Wenn Kafkas Verhandlung etwas mehr sind als eine insektenkundliche Fantasie, dann hasse ich in den Reihen der guten, der wahren Leser willkommen. Vladimir Nabokov. Donc celui qui voit dans la métamorphose de Kafka quelque chose de plus qu'une imagination à propos d'insectes, celui-ci, je lui adresse un bienvenue dans les rangs des bons, des vrais lecteurs. Et je pense que c'est vraiment une connerie, ou du moins quelque chose d'assez faux, c'est-à-dire, et ça a été une des questions qui a été abordée avec mes étudiants, est-ce que c'est une métaphore, est-ce que c'est une parabole, la métamorphose? Oui, si on veut. C'est possible. Mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant de le regarder littéralement comme une histoire d'insecte, comme celle d'un type qui se réveille en insecte et qui se demande même pas pourquoi il est comme ça métamorphosé, transformé en insecte. Et c'est vraiment ça le plus fabuleux dans ce récit, je crois. Pourquoi Grégor Samsa est transformé? On ne le saura jamais. La question n'est même pas posée. Il est transformé. C'est le postulat de départ. Et c'est vraiment le saut dans la fiction et tout le reste est réaliste. Alors mes étudiants m'ont demandé à raison, mais c'est tout petit un cafard. Oui, mais c'était un humain, donc c'est un cafard à taille humaine, pour peu qu'on puisse le dire. Alors la suite du récit, elle est évidemment complètement hallucinée, mais je crois que le début suffit pour vraiment entrer dans le texte, et ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, le passage à la traduction, et c'est une bonne traduction, c'est immédiatement un passage à quelque chose qui va affaiblir beaucoup de sens, et notamment affaiblir les jeux de dépersonnalisation, parce que tout ça c'est plus marqué en allemand, donc la dépersonnalisation de Grégor, avec une personnification de son corps qui s'autonomise, qui se détache, et du décor autour. La chambre s'étendait entre les 4 murs bien connus. On dit jamais ça. On va le voir avec plus de détails, parce que l'allemand permet plus de détails que le français. Notamment, voilà, par exemple, les verbes spatiaux sont beaucoup plus nombreux en allemand et permettent de préciser quelle est la position d'un corps dans l'espace, voire le type de corps. Donc, on est sur quelque chose de super différent. Et tout ça, évidemment que ça me fait penser à ce texte que j'aime vraiment beaucoup, il est très court, de David Foster Wallace, encore une fois, qui s'appelle Quelques remarques sur la dimension comique de Kafka, qui aurait pu être écourtée, parce que Wallace est quand même un sacré comique, et cette fois c'est traduit de l'anglais par Yakuta Alika Vazovic. C'est dans un NRF, dans le numéro 614 de septembre 2015. C'est marqué où sur la couverture? Juste après Christine Angot. Clac, David Foster Wallace. Poum. Et on est des pages 55 à 61, c'est un petit texte, ça date de 99. C'était pour accompagner la publication de l'Infini Comédie en français. Bon, ce que j'en retiens, c'est un texte que je vois pas beaucoup citer. Enfin, je vois pas beaucoup citer Wallace. C'est la difficulté qu'a eu Wallace avec ses étudiants. Je l'ai pas du tout eu avec les miens. Les miens, ils ont rigolé quand j'aurais lu le texte, parce que j'ai lu en français. Et mais c'est quoi ce type, quoi? C'est quoi ce type qui râle sur son boulot, qui vient d'être transformé en cafard? Et voilà, se dit qu'une de ses difficultés, c'est vraiment donc c'était un petit discours, que c'est vraiment de faire comprendre à ses étudiants que Kafka n'est pas une métaphore, ou pas seulement, ou pas en premier lieu une métaphore, mais que c'est d'abord un récit comique, et très comique. Et je dirais pas que c'est du comique, on éclate toujours de rire, parce que ça me coupe le souffle, hein, donc je sais pas si vous arrivez à rire avec le souffle coupé, mais moi j'y arrive pas. Pourtant je suis asthmatique, hein, j'ai de l'entraînement. Mais voilà, c'est exactement ça. Là, je cite Wallace, page 56. Ce que Kafka semble faire mieux que quiconque, c'est orchestrer la montée de la pression de manière à la rendre intolérable au moment précis où elle se relâche. Et c'est exactement ce qu'on voit avec tous ces détails, comme ça, qui séparent, qui séquencent. Alors, j'aurais dû prendre des notes. Alors, je vais aller, je vous en lis des passages. Les ressorts psychologiques des blagues aident en partie à comprendre où réside la difficulté quand il s'agit d'enseigner Kafka.
On sait tous que la meilleure façon de priver une plaisanterie de la magie qui lui est propre, c'est d'essayer de l'expliquer. De souligner par exemple que Lou Costello confond le nom propre qui avec le pronom interrogatif qui, et ainsi de suite. Et on connaît bien l'étrange antipathie que de telles explications éveillent en nous, une impression non pas tant d'ennui que d'insulte, comme d'avoir assisté à un blasphème. C'est à peu près ce qu'éprouve l'enseignant quand, en premier cycle, il passe une nouvelle de Kafka, et je passe la page 57, à la moulinette du processus analytique lambda, schématisation de l'intrigue, décodage des symboles, exfoliation des thèmes, etc. Kafka, bien sûr, serait le premier à voir l'ironie qu'il y a à soumettre ces nouvelles à cette espèce de machine critique hautement productive. L'équivalent littéraire de la manœuvre qui consisterait à arracher les pétales d'une rose, les réduire en bouillie et passer celle-ci au spectromètre pour expliquer pourquoi la fleur sent bon. Franz Kafka n'est-il pas l'écrivain qui, dans Poséidon, imagine un dieu marin si accablé de paperasserie administrative qu'il n'a jamais le temps d'aller nager ou voguer et qui, dans la colonie pénitentiaire, conçoit la description comme châtiment, la torture comme édification et le critique ultime comme une herse hérissée qui assène le coup de grâce d'un pieu en plein front. La description comme châtiment, la description littéraire, le texte qui est justement gravé dans le dos du condamné de la colonie pénitentiaire. Et une description tellement embrouillée, tellement détaillée, et fait une description qui est là pour être sentie, mais qui n'est pas compréhensible et qui mène à la mort. Et là, c'est moi qui complète. Et après, c'est donc sur la dimension mythique, archétypale de Kafka, qui fait que ces textes paraissent plus cauchemardesques que surréalistes, parce que ce ne sont jamais des associations qui sont culturelles. Ça ne s'appuie pas sur de la référence extérieure, de l'intertextualité. Et ça, c'est vrai que ça fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors comme le note Wallace, pas d'humour pipi caca chez Kafka, là je le lis, hein. Pas de sous-entendu sexuel, pas de tentative stylisée de rébellion faisant fi des conventions, pas de comédie slapstick, etc. etc. Donc c'est vraiment un note comique. Et je continue. Je ne dis pas que Kafka est trop subtil, je suis page 58, pour des étudiants américains. En vérité, la seule façon vaguement efficace que j'ai trouvé d'explorer sa dimension comique en cours repose sur l'idée que son humour est en fait tout sauf subtil, ou plutôt qu'il est anti-subtil. Ma thèse, c'est que sa drôlerie vient d'une sorte d'application littérale de vérité que nous avons tendance à croire métaphorique. Et c'est là où je suis vraiment pas d'accord avec Nabokov, je suis complètement d'accord avec Wallace. Je suggère aux étudiants que certaines de nos intuitions collectives les plus profondes ne semblent pouvoir être exprimées que sous la forme de faits de langue. C'est pourquoi nous désignons ces dernières du terme d'expression. En ce qui concerne la métamorphose de fait, il arrive que j'invite les étudiants à réfléchir à ce qu'on exprime réellement quand on dit de quelqu'un qu'il donne la chair de poule, ou vous débecte, ou qu'on dit qu'il est traité comme de la merde au travail. Ou à relire La colonie pénitentiaire en parlant des expressions défoncer ou étriper quelqu'un. Ou du gnomisme, arrivé à l'âge mûr, on a le visage qu'on mérite. Ou encore à lire Un artiste de la faim, une nouvelle tellement extraordinaire, à la lumière de tropes tels qu'être affamé d'attention, ou d'amour, de la polysémie du terme négation de soi, ou même d'un petit fait tout ce qu'il y a de plus innocent, comme la racine étymologique d'anorexie, qui se trouve venir du mot grec qui signifie désir. Donc là, bon, je saute parce que je voudrais pas déflorer tout le texte. Chercher un passage. Normalement, c'était celui-là. Alors, je saute tout un paragraphe. En revanche, ce qu'elle présente, alors j'essaie d'en trouver ce à quoi renvoie le pronom. Les nouvelles de Kafka, évidemment. En revanche, ce que les nouvelles de Kafka présentent, c'est une complexité grotesque, splendide, parfaitement moderne. Une ambivalence qui devient la logique polyvalente du à la fois et propre à, ouvrez les guillemets, l'inconscient, fermez les guillemets, préciosité de langage, qui, selon moi, désigne l'âme.
L'humour de Kafka, pas seulement névrotique, mais anti-névrotique, d'une lucidité héroïque, et on reconnaît bien le style de Wallace, là, ça monte, ça monte, ça monte, et au bout du compte, un humour religieux. Mais religieux à la manière de Kierkegaard, de Rilke et d'Ibsen, une spiritualité déchirante comparée à laquelle même la grâce sanglante de Mrs. O'Connor semble un peu facile, et les âmes qui sont en jeu, préfabriquées. Et c'est cela qui, selon moi, rend l'esprit de Kafka inaccessible à des gamins culturellement rompus, à considérer la plaisanterie comme un simple divertissement, rien de plus. Et, de même, à tenir le divertissement pour réconfortant. Ce n'est pas que les étudiants ne pigent pas l'humour de Kafka, c'est qu'on leur a appris à penser que l'humour, c'est un truc à piger. Tout comme on leur a appris qu'une identité, c'est quelque chose qu'on a, et voilà tout. Dès lors, pourquoi s'étonner de ce que la blague centrale chez Kafka leur passe par-dessus la tête? La lutte atroce pour établir une identité humaine résulte en une identité qui demeure inséparable de cette lutte atroce. Et notre voyage sans fin, notre voyage impossible pour rentrer au bercail, est en réalité notre bercail. C'est dur à exprimer sur une estrade devant un tableau noir, je vous prie de le croire, et même avec un tableau blanc et un Velleda. On peut leur dire qu'au fond, tant mieux peut-être s'ils ne pigent pas Kafka. On peut leur demander de se représenter ces nouvelles comme traitant toutes d'une porte. De nous imaginer nous approcher et frapper à cette porte de plus en plus fort à coups de poing, ce n'est pas juste qu'on veut entrer, c'est qu'il le faut. On ne sait pas pourquoi, mais on la sent, cette urgence désespérée à entrer, qui fait que l'on martèle, que l'on tambourine, que l'on donne du pied dans la porte, qui enfin finit par s'ouvrir vers l'extérieur. Depuis le début, là où nous étions... Depuis le début, nous étions là où nous voulions aller. Das ist komisch. C'est drôle. Bon, Kafka, je m'attache, comme souvent, comme je l'ai fait chez Proust et chez d'autres, à tous les phénomènes qui vont être de la dépersonnalisation et à voir comment on va vider l'humain pour remplir le reste, ce qui va participer à une inquiétante étrangeté souvent, à mettre en place un univers cauchemardesque et souvent délié. Et cette déliaison, elle passe effectivement par le maintien du personnage dans sa situation. Je sais pas si ça aura été très intéressant, peut-être un peu laborieux, parce que l'allemand, ça se désapprend. J'espère quand même que ça vous aura intéressé. Pourquoi je fais ça? Et écoutez, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et Kafka, alors, métaphore ou pas? Je vous dis à bientôt.